Bonjour, je vais donc vous présenter les éléments du diagnostic du reflux gastro-œsophagien actualisé après le consensus de Lyon, qui est un consensus d'experts qui s'est tenu en 2018 à Lyon. Voici mes liens d'intérêt. Pour rappel, le reflux gastro-œsophagien correspond à l'ensemble des manifestations liées à la remontée du contenu gastrique dans l'œsophage. Le consensus de Montréal, qui a maintenant une quinzaine d'années, a différencié les syndromes œsophagiens des syndromes extra-œsophagiens. Dans les syndromes œsophagiens, les symptômes typiques, que sont le pyrosis, les régurgitations acides, les douleurs, les lésions muqueuses, œsophagite, sténose, œsophage de Barrett, adénocarcinome. Pour ce qui est des syndromes extra-œsophagiens, vous savez qu'il est actuellement assez difficile d'établir un lien avec certitude entre certains symptômes comme une toux, les laryngites, les érosions dentaires et l'asthme. Néanmoins, certaines études ont permis d'établir un lien entre le reflux et ses manifestations. D'autres manifestations, les pharyngites, les sinusites, les otites, n'ont pas pour l'instant vraiment montré de lien très net avec le reflux gastro-œsophagien. Alors, le reflux gastro-œsophagien, comme vous le savez, est un diagnostic clinique. Nous sommes gastro-entérologues, nous avons tendance à faire des endoscopies, des examens complémentaires, mais dans l'immense majorité des cas, nous pouvons faire un diagnostic de reflux gastro-œsophagien uniquement sur des données d'interrogatoire. Pour cela, il faut s'appuyer sur les signes typiques du reflux qui sont très spécifiques. Le pyrosis, qui je le rappelle est une brûlure rétrosternale ascendante, et les régurgitations acides, avec souvent un syndrome postural, le signe du lacet, les symptômes qui apparaissent au coucher, etc. Il est très important à ce niveau-là de bien rappeler que le pyrosis n'est pas une brûlure épigastrique, n'est pas une brûlure cervicale isolée. Beaucoup de patients sont adressés pour pyrosis réfractaire, alors qu'en fait, leur symptomatologie ne correspond en aucun cas à un pyrosis. Et la spécificité de la brûlure épigastrique isolée ou de la brûlure cervicale isolée pour le diagnostic de reflux est très très faible. Dans certains cas, il va falloir procéder à une endoscopie digestive haute, qui est l'examen complémentaire de première intention. Cet examen va permettre d'affirmer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien en cas de lésion muqueuse significative. Nous y reviendrons. Elle n'élimine bien sûr pas le diagnostic si elle est normale. À qui proposer une endoscopie digestive haute? On rappelle les indications qui n'ont rien de nouveau. Un âge supérieur à 50 ans, quels que soient les symptômes du patient, et ce, dans l'idée de dépister un œsophage de Barrett, car c'est après 50 ans que la prévalence de cette anomalie est la plus importante. En cas de résistance ou de traitement, au traitement ou de rechute à l'arrêt du traitement, en cas de symptomatologie atypique qui ne permet pas de faire un diagnostic de certitude de reflux gastro-œsophagien compte tenu de la faible spécificité de ces signes, et bien sûr, quel que soit l'âge et la présentation, en cas de la présence de signes d'alarme, la dysphagie, l'amaigrissement, des vomissements répétés, une anémie, une anomalie à l'examen clinique, etc. Alors là se pose le problème de la spécificité et de la valeur des anomalies endoscopiques. Vous connaissez la classification de Los Angeles, grade A, érosion de moins de 5 mm non confluente, grade B, érosion de plus de 5 mm non confluente, grade C, érosion confluente au niveau de 2 plis de l'œsophage, et grade D, lésion circonférentielle. Compte tenu des données dont nous disposons aujourd'hui, le consensus de Lyon a considéré que la présence d'une œsophagite de grade A ou de grade B n'était pas suffisante pour affirmer le diagnostic de reflux, ces lésions pouvant être observées chez des patients totalement asymptomatiques, c'est des sujets sains totalement asymptomatiques. Nous pourrons donc affirmer le diagnostic
de reflux gastro-œsophagien avec une bonne spécificité uniquement en cas d'œsophagite modérée à sévère, c'est-à-dire grade C à D. Même chose pour les lésions d'œsophage de Barrett. Vous savez qu'il existe des lésions qui sont parfois limitées à une petite languette ou à une irrégularité de la ligne Z. Et là encore, il a été considéré par les experts du consensus que seules les lésions d'œsophage de Barrett de plus d'1 centimètre de hauteur étaient significatives, de même que la présence, bien sûr, d'une sténose peptique. Alors, à quel moment aller plus loin dans les investigations et en particulier demander, par exemple, une pH-métrie œsophagienne? C'est un examen de deuxième intention qui doit être réservé aux patients qui ont une endoscopie normale ou des lésions minimes, comme nous l'avons vu précédemment, des symptômes atypiques, des symptômes réfractaires au traitement. Je vous rappelle qu'il est possible d'utiliser des dispositifs d'enregistrement du pH sans fil avec une capsule, la capsule Bravo, qui est fixée au niveau de la paroi de l'œsophage. Initialement, les premières études étaient effectuées avec du matériel qui permettait un enregistrement de 48 heures. Aujourd'hui, nous disposons de matériel qui permet des enregistrements prolongés de 96 heures, 4 jours. Et comme je vais vous le montrer, ces enregistrements prolongés vont permettre d'augmenter de manière significative la performance diagnostique de la pH-métrie. Non seulement en raison d'une meilleure tolérance du dispositif, l'absence de cathéter va permettre aux patients de mener une vie normale, de s'alimenter quasiment normalement, mais aussi en raison de la durée prolongée de l'enregistrement qui va permettre d'augmenter la sensibilité. Vous savez que certains patients ont des jours avec et des jours sans reflux. Et quand on regarde sur un enregistrement, alors, sur l'exemple que je vous montre en bas à droite de la diapositive, c'était avec des enregistrements de 48 heures, jour 1, jour 2, et quand on prenait le plus mauvais des 2 jours, on augmentait de manière très significative la performance diagnostique, le rendement diagnostique de la pH-métrie. Le problème de la pH-métrie sans fil est qu'elle n'est actuellement pas remboursée. Alors, quels sont les critères diagnostiques de reflux gastro-œsophagien en pH-métrie? Je vous rappelle, sans IPP. Eh bien, on considère qu'une exposition acide totale normale de moins de 4% est normale, qu'une exposition acide totale au-delà de 6% est constamment anormale, et qu'entre 4 et 6%, eh bien, le résultat est douteux, c'est une zone grise qui ne permet pas d'affirmer avec certitude le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Il faut y ajouter une analyse de la corrélation symptômes-reflux, qui va être positive si l'index symptomatique est supérieur à 50%, c'est-à-dire si plus de 50% des symptômes signalés par le patient en cours d'examen sont associés à un reflux gastro-œsophagien. La probabilité d'association symptomatique est un test statistique, un test exact de Fisher, qui permet d'évaluer la possibilité que l'association entre les symptômes signalés par le patient et la survenue de reflux ne soit pas liée au hasard. Et on considère que cette probabilité d'association symptomatique est significative lorsqu'elle est supérieure à 95%. Ce qui revient à dire que le petit p, si vous préférez, est inférieur à 0,05. Voici un exemple de pH-métrie de 24 heures. Vous voyez que ce patient a une exposition acide totale qui est inférieure à 4%, 2,9%, mais qu'il a un index symptomatique de 53%. Chaque barre noire correspond à rouge correspond à un symptôme et le logiciel de pH-métrie va nous calculer automatiquement l'index symptomatique, donc ici 53%, et la probabilité d'association symptomatique qui est donc très significative à 99%. Ici, il s'agit d'un exemple tout à fait typique de ce que l'on appelle une hypersensibilité au reflux. Quid de la pH-impédance métrie œsophagienne? Je vous rappelle que le principe de l'impédance
est de détecter des variations d'impédance le long de l'œsophage, une chute d'impédance, c'est-à-dire une diminution de la résistance, traduit la présence de liquide dans la lumière œsophagienne. Et vous voyez que à gauche, on a une diminution d'impédance qui débute à la partie haute de l'œsophage et qui va descendre de manière aborale vers la partie basse de l'œsophage. Ici, c'était l'exemple d'une déglutition. Vous avez dessous les courbes de pH œsophagien et gastrique. Vous voyez qu'ici, on a un pH gastrique élevé. Il s'agit d'un patient qui a dû avoir une pH impédance-métrie sous IPP. Alors, dans quelles conditions fait-on le diagnostic de reflux en impédance-métrie? Vous avez l'exemple en jaune d'un reflux liquidien. Vous voyez que le début de la flèche se situe au niveau du bas œsophage, qu'on a une chute d'impédance qui va remonter vers la partie haute de l'œsophage de manière rétrograde, ce qui signale la présence d'un reflux de liquide dans l'œsophage. Il n'y a pas de variation du pH œsophagien, la courbe rouge, qui témoigne qu'il s'agit d'un reflux non acide ou peu acide qui serait passé inaperçu en pH-métrie standard. Les paramètres que l'on va étudier en impédance-métrie sont essentiellement le nombre de reflux enregistrés, et puis comme pour la pH-métrie, l'index symptomatique et la probabilité d'association symptomatique. Faut-il effectuer ces impédance-métries avec ou sans IPP? Cette étude vous montre l'apport de l'impédance-métrie par rapport à la pH-métrie seule. Donc l'apport de l'impédance-métrie est en rouge, c'est-à-dire c'est le pourcentage de patients qui ont un index symptomatique ou une probabilité d'association symptomatique positive en impédance-métrie. Vous voyez que l'apport de l'impédance-métrie sans IPP est très limité, alors qu'on voit bien l'intérêt de l'impédance-métrie chez les patients qui sont étudiés sous IPP, puisque finalement la plupart des reflux enregistrés en impédance-métrie sous IPP seront non acides. Donc clairement, il n'est pas franchement utile de faire une impédance-métrie sans traitement, en dehors de cas particuliers, et il est inutile ou très peu rentable de faire une pH-métrie standard sous IPP. On aura moins de 10% d'examens positifs. Globalement, la pH impédance-métrie sous traitement chez les patients qui ont des symptômes réfractaires aux IPP va montrer un reflux acide persistant dans environ 10% des cas, un reflux non acide ou peu acide dans 30 à 40% des cas, et surtout l'absence de lien entre les symptômes et le reflux chez la majorité des patients dans 50 à 60% des cas. Donc la pH impédance-métrie a un intérêt dans la majorité des cas pour éliminer un lien entre les symptômes persistants et un éventuel reflux gastro-œsophagien. Donc si on veut synthétiser aujourd'hui les critères diagnostiques du reflux en impédance-métrie ou en endoscopie, eh bien on peut considérer que le reflux est documenté en cas d'œsophagite modérée ou sévère, grade C ou D, en cas d'œsophage de Barrett supérieur à 1 cm, en cas de sénose peptique, ou en pH-métrie, impédance-métrie, en cas d'exposition acide totale supérieure à 6%. En revanche, l'absence de reflux peut être affirmée si l'exposition acide est inférieure à 4% ou si le nombre de reflux est très faible, inférieur à 40. Il existe des situations dites borderline, la zone grise, où le reflux est possible mais non certain, en cas d'œsophagite de faible grade, ou en cas d'exposition acide entre 4 et 6%, ou de nombre de reflux intermédiaires entre 40 et 80. Alors, quelques paramètres supplémentaires ont été proposés, qui ne sont pas encore totalement validés et ne font pas encore partie des critères diagnostiques. L'impédance basale nocturne moyenne, c'est-à-dire c'est les valeurs basales de l'impédance en impédance-métrie que l'on peut mesurer la nuit quand le patient ne déglutit pas. Et en fait, cette impédance basale va refléter l'intégrité de la muqueuse œsophagienne. Et quand l'impédance est basse, avec un seuil proposé de l'ordre de 2200 ohms, on considère qu'il y a une altération de l'intégrité muqueuse qui peut être le reflet d'un reflux gastro-œsophagien.
Pareil pour l'index dit PSPW, Post-Reflux Swallow Induced Peristaltic Wave, qui est cette onde de déglutition, ici entourée en rouge, qui va suivre un reflux et qui est considérée par certains auteurs comme étant un témoin de la clairance chimique après un épisode de reflux. Et ce pourcentage d'épisodes de reflux suivi d'une déglutition, avec un seuil proposé à 61%, peut être un signe indirect de reflux gastro-œsophagien. En effet, vous voyez sur cette étude italienne que la réponse au traitement par IPP était prédite par, bien sûr, la présence d'une exposition acide élevée et aussi par une impédance basale nocturne basse et un PSPW index bas, avec même des odds ratios qui sont supérieurs à l'exposition acide. Alors, ces paramètres ne sont pas encore rentrés dans la pratique. D'abord, ils ne sont pas très simples à calculer, en particulier pour le PSPW, ce n'est pas des calculs automatiques. D'autre part, ils nécessitent d'être reproduits dans d'autres cohortes de patients, dans d'autres séries et de manière prospective, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, si on rajoute à notre schéma les paramètres additionnels, vous voyez que on peut utiliser le nombre de reflux, l'association symptômes-reflux, l'impédance basale nocturne, le PSPW index. Je ne vous ai pas parlé de l'histologie et des scores de microscopie électronique, car ce sont des techniques qui certes peuvent éventuellement être intéressantes, mais qui nécessitent des anatomopathologistes qui soient formés et habitués à utiliser ce type de score. De la même façon, les critères manométriques peuvent aider à donner des arguments en faveur d'un reflux gastro-œsophagien, comme une hypotonie de la jonction sous-gastrique, la présence d'une hernie hiatale significative ou des lésions type syndrome de motricité œsophagienne inefficace. Mais bien sûr, si ces aspects peuvent être associés au reflux, ils ne peuvent en aucun cas affirmer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Donc, en synthèse, un patient qui a des symptômes de reflux et qui a une endoscopie normale ou une œsophagite de faible grade, en cas de résistance au traitement ou de symptômes atypiques, il faut faire une pH-métrie, éventuellement, si vous avez le temps et les moyens, une pH-impédance-métrie, mais sans traitement, pour documenter un reflux basal. Là, vous avez trois possibilités. Une exposition acide anormale, le NERD, Non-Erosive Reflux Disease, exposition acide supérieure à 6%. Vous avez la possibilité d'avoir une exposition acide normale, mais des index symptomatiques positifs. C'est l'exemple que je vous ai montré précédemment, d'hypersensibilité au reflux. Et puis, vous avez les patients qui ont une exposition acide normale et des tests négatifs. C'est ce qu'on appelle le pyrosis fonctionnel lorsque le symptôme initial est un pyrosis, mais ce sont des patients qui ont des troubles fonctionnels œsophagiens qui sont ici en jaune, c'est-à-dire hypersensibilité au reflux, pyrosis fonctionnelle, rentre dans le cadre, d'après la classification de ROM4, des troubles fonctionnels œsophagiens. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des patients qui ont un reflux prouvé par une œsophagite significative, par une pH-métrie positive, une sténose peptique, un œsophage de Barrett significatif, et qui gardent des symptômes. C'est la place de la pH impédance métrie sous IPP. Et là, toujours la possibilité d'avoir un reflux acide anormal, avec plus de 6% d'exposition acide. C'est un authentique reflux réfractaire. Et on retrouve, comme chez les patients étudiés sans IPP, la possibilité d'avoir une hypersensibilité au reflux, un pyrosis fonctionnel ou des symptômes fonctionnels, y compris chez les patients qui ont un reflux prouvé, ce qui introduit la notion de chevauchement entre des pathologies fonctionnelles œsophagiennes et un authentique reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un patient qui a un authentique reflux et qui a des symptômes qui persistent, que ce soit les mêmes ou pas que les symptômes initiaux, d'origine fonctionnelle. Par analogie,
on peut observer ce type de situation chez les patients qui ont des MICI et qui gardent des symptômes. Vous faites une endoscopie, vous constatez la cicatrisation muqueuse, la maladie inflammatoire n'est plus active et le patient garde des symptômes fonctionnels. Vous avez un chevauchement entre une pathologie inflammatoire et une pathologie fonctionnelle. Donc, pour résumer les points forts de cette présentation, le diagnostic de reflux gastro-œsophagien reste le plus souvent un diagnostic clinique qui est fait à l'interrogatoire si on pose les bonnes questions. En endoscopie, aujourd'hui, ne sont considérés que les œsophagites de grade C ou D comme étant significatifs, de même qu'un œsophage de Barrett d'au moins 1 cm et une sténose peptique. Les explorations fonctionnelles sont indiquées en cas d'absence de réponse ou de réponse incomplète au traitement par IPP, en cas de symptômes atypiques ou éventuellement dans le cadre d'un bilan préopératoire avant fendoplicature ou en post-opératoire, en cas de symptômes persistants ou apparus secondairement. En pH-métrie, le paramètre essentiel est l'exposition acide de l'œsophage sur un enregistrement de 24 heures. Elle est considérée comme pathologique supérieure à 6% et normale inférieure à 4%. Quant à la pH impédance métrie, elle est indiquée sous traitement en cas de persistance de symptômes chez des patients qui ont des symptômes et un reflux pathologique préalablement documenté. Je vous remercie.